22 novembre 1963. L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy à Dallas bouleverse et consterne le monde. Pour une génération d'Américains, celle du baby-boom, qui commençait tout juste son adolescence, la mort du président sonne la fin d'un monde de certitude et d'optimisme. Le jeune chef d'État avait engagé en alliance avec Martin Luther King un combat généralisé pour les droits civiques de la minorité noire. Il semblait avoir porté à la guerre froide un coup d'arrêt peut-être décisif, en s'entendant au bord du gouffre avec Khrouchtchev, tout juste un an plus tôt. Et tout d'un coup, après ce meurtre sans doute fruit d'un complot plus ramifié et plus complexe que ce que prétendra la commission Warren, le ciel noircit à vue d'œil en Asie du Sud-Est. Le nouveau président, Lyndon Johnson, intensifie peu à peu la présence américaine au Vietnam et, à l'été 1965, l'incident naval du golfe du Tonkin précipite le pays dans une guerre de 8 ans, aussi sanglante et bien moins glorieuse que la guerre du Pacifique avec le Japon. La génération du baby-boom, la dernière à connaître la conscription aux États-Unis, passera ces pénibles années de décomposition en Asie du Sud-Est, en proie à une désillusion profonde. Le cinéaste Oliver Stone, qui partit volontaire au Vietnam à 20 ans, en 1965, est parfaitement représentatif de cet itinéraire. Son film, JFK, qui est consacré à l'enquête sur l'assassinat de Kennedy, est l'expression ramassée et popularisée des convictions et des mythes forgés par une génération révoltée et perdue. Kennedy aurait été le grand et jeune président qui aurait quitté le Vietnam après les élections présidentielles de 1964 et, dans la foulée, normalisé les relations avec Moscou et avec la Havane pour se concentrer sur les affaires intérieures de l'Amérique. Ce seraient les balles de ces assassins qui auraient permis la guerre du Vietnam. Le mythe est convaincant, mais la cohérence affective n'est pas la cohérence historique. Et notre constat sera nettement plus nuancé. Kennedy était-il un véritable opposant à la guerre du Vietnam ? Les historiens américains les plus conservateurs rappellent à l'envi qu'à son avènement, en 1960, Kennedy s'était engagé à mener sur tous les fronts le bon combat de la guerre froide. Fasciné par les chefs de la CIA, Allen Dulles et le général Lansdale, à l'époque le coordinateur des services spéciaux dans le sud-est asiatique, il approuve initialement tous les rapports qui prônent l'intensification de l'action américaine au Vietnam, et c'est lui qui inventera l'usage des conseillers militaires, ces officiers et sous-officiers qui encadrent l'armée sud-vietnamienne sans participer directement au combat. Mais il y a davantage encore. Kennedy, premier président catholique de l'histoire américaine, se sent aussi une responsabilité particulière vis-à-vis du chef du Sud-Vietnam anticommuniste, le premier président catholique de l'histoire vietnamienne, Ngo Dinh Diem. Résumons-nous. En 1960, Kennedy, c'est vrai, est convaincu que l'Amérique doit mener de toutes ses forces le combat anticommuniste au Vietnam sans esprit de recul. Mais ce que ces mêmes historiens conservateurs ont voulu cacher, c'est que sa position va évoluer de manière décisive en l'espace de 3 ans. À peine est-il élu, en effet, que la CIA lui impose, à l'hiver 1961, une tentative de renversement violent de Fidel Castro, le débarquement avorté de milices anticommunistes cubaines à la baie des Cochons. Alors que l'opération tourne au fiasco, Kennedy refuse à la CIA d'engager directement les forces armées américaines. Dès lors, entre la direction de la CIA et Kennedy, l'hostilité sera de plus en plus forte, aboutissant quelques mois plus tard à une relève de la garde qui touche tout l'état-major du renseignement, Lansdale compris. Bien qu'il n'y ait pas de corrélation stricte entre la baie des Cochons et les affaires indo-chinoises, Kennedy commence aussi à évoluer en matière asiatique, notamment au Laos. Mais c'est surtout pendant sa dernière année de vie, 1963, qu'il va accélérer le changement de ses positions en matière vietnamienne, tout en prenant bien soin de dissimuler certaines d'entre elles à un establishment militaire qui brûle d'en découdre. Ayant exhumé de nombreux documents devenus publics, l'historien américain John Newman a démontré qu'effectivement, Kennedy avait commencé le rappel des conseillers militaires et aurait sans doute achevé de vietnamiser la guerre qu'il savait ne pouvoir être gagnée après sa réélection à l'automne 1964. 10 jours avant son assassinat, la conférence tenue à Honolulu avec les principaux chefs militaires américains aboutit à la directive NSAM 263 du 12 novembre, la plus explicite en matière de retrait militaire. L'ordre donné à la CIA au printemps 1963 de se débarrasser de Diem est parfaitement cohérent avec cette évolution. Diem, en effet, par son mélange très particulier de corruption familiale et de sectarisme catholique,
était rejeté par toute la société sud-vietnamienne. Avec lui au pouvoir, on ne pouvait ni vaincre, ni négocier. Mais la décision de le remplacer par un général à la réputation neutraliste, Duong Van Minh, va un peu au-delà. D'ailleurs, Minh sera écarté quelques semaines après la mort de Kennedy. Donc Kennedy a bel et bien changé radicalement d'opinion sur la question vietnamienne. Il était devenu, à la fin de sa vie, un partisan d'une solution négociée. Est-ce suffisant pour en faire la cause de son assassinat ? À cette question, il faut répondre énergiquement par la négative. En effet, de deux choses l'une. Ou bien Lee Harvey Oswald, l'assassin présumé, a agi seul sous l'emprise de la démence, et la question est sans objet. Ou bien, si l'on pense qu'il a fait partie d'un complot ramifié, et que le mafieux Ruby ne l'a pas supprimé sous l'emprise d'un second acte de démence, on doit imaginer que ce complot a mûri pendant un certain temps. En 1979, la commission de la Chambre des représentants sur les assassinats de Kennedy et de Martin Luther King, qui a invalidé les conclusions du rapport Warren, avant d'être dissous bien sûr par Reagan, a daté la mise en route de la conspiration 10 mois environ avant le meurtre, lorsque Oswald se rend à la Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire entre décembre 1962 et février 1963. Or, les décisions vraiment capitales de désengagement prises par Kennedy en matière vietnamienne remontent toutes à l'été 1963, voire à octobre-novembre pour l'assassinat de Diem et la conférence d'Honolulu, donc beaucoup trop tard pour qu'un complot puisse se mettre en place. C'est en effet une illusion rétrospective que de faire de l'affaire vietnamienne en 1963 un élément central du débat politique américain. À ce moment-là, le Vietnam apparaît encore comme un théâtre d'opérations secondaire par rapport à l'affrontement nucléaire avec Khrouchtchev, le conflit cubain ou la perspective de voir Castro et Che Guevara parvenir à répandre la révolution dans toute l'Amérique latine. En outre, il faudrait, pour que le Vietnam soit le mobile du meurtre, établir que l'arrivée à la présidence de Lyndon Johnson eut permis de modifier toute l'orientation de la politique américaine dans la région. Cette autre thèse du Midstone ne tient guère non plus pour deux raisons fondamentales. Ce sont en effet les hommes mis en place par Kennedy qui sont tous encore à leur poste lorsqu'est prise la décision d'intervenir sur une grande échelle en août 1964. Robert Kennedy, frère du président défunt, est encore à cette date ministre de la Justice de Johnson. Il ne s'opposera à la guerre que 3 ans plus tard, en 1967, après avoir quitté le gouvernement. Ensuite, l'enlisement de l'Amérique au Vietnam n'est lui-même que très progressif. Il résulte en réalité de la combinaison explosive d'un échec et d'une victoire, aussi inattendus l'un que l'autre. L'échec, c'est la résistance acharnée des communistes vietnamiens qui clouent au sol des forces terrestres américaines insuffisantes en nombre, parce que conçues initialement pour une opération beaucoup plus limitée. Quant à la victoire stratégique inattendue, elle n'intervient, elle aussi, que dans le courant de l'année 1965. L'écrasement du communisme indonésien par des généraux nationalistes, puis l'intensification de plus en plus violente de la rivalité sino-soviétique, et pour finir enfin, l'explosion d'anarchie de la révolution culturelle en Chine, vont alors donner aux militaires américains le sentiment vertigineux de pouvoir faire plier le Nord-Vietnam sous les bombardements aériens et le Sud sous l'effet d'opérations terrestres de grande envergure, sans avoir à craindre une mondialisation du conflit. Il est donc hautement probable que Kennedy n'aurait pas entrepris la guerre du Vietnam, mais il est impossible que cela soit la raison de son assassinat. Et si Kennedy avait vécu, le cours de l'histoire aurait-il été profondément modifié ? Il est certain que le communisme vietnamien a combattu avec un acharnement extraordinaire parce qu'il se sentait le dos au mur. Mais si ces événements simultanés de 1965 étaient survenus alors qu'un Kennedy fraîchement réélu cherchait un compromis négocié avec Hanoï à l'aide du général Minh, sans doute Ho Chi Minh aurait-il recherché une voie moins sanglante pour parvenir à ses fins, comme il le fit en 1946 face à la République française lors des négociations de Fontainebleau. Cela dit, laissés à eux-mêmes, les Sud-Vietnamiens auraient tout de même été battus, soit par les urnes, soit par les armes, soit par les complots, ou plus vraisemblablement, par une combinaison de ces 3 méthodes. Un Vietnam communisant, qui aurait résulté de leur défaite, eût été moins dévasté, bien sûr, plus prospère, un peu plus pluraliste, et sans doute aujourd'hui mieux engagé dans les réformes, moins isolé que le pays réunifié par la violence en 1975. Mais sans doute aussi, l'humiliation subie par Kennedy face à Ho Chi Minh
aurait également porté un coup sérieux au prestige américain et probablement entraîné un échec du successeur de Kennedy, Johnson ou Humphrey, candidat démocrate face à Richard Nixon en 1968, qui les aurait accusés d'avoir perdu le Vietnam, comme Truman avait perdu la Chine en 1949. Et surtout, un grand paradoxe jaillit de cette histoire. Une Amérique plus forte dans tous les domaines, mais humiliée par l'oncle Ho au Vietnam, aurait sans aucun doute renforcé sa présence en Thaïlande, à Singapour, en Corée du Sud et évidemment à Taïwan. Elle n'aurait ressenti ni la même nécessité ni la même envie de prendre le Nord-Vietnam victorieux à revers en négociant directement avec la Chine de Mao, éprouvée par la révolution culturelle. Ainsi, la diplomatie de Henry Kissinger, visant à jouer la carte chinoise à la fois contre Moscou et pour se dégager du Vietnam, qui a représenté le tournant décisif de la guerre froide, ne se serait-elle sans doute pas produite, au moins en 1972. Qui peut savoir dès lors si l'issue de cette guerre froide, dans la seconde moitié des années 80, eût été exactement la même?